Bonjour, aujourd'hui je pars dans une région que j'adore, le Périgord. Je pars à la cueillette des champignons, pas n'importe lesquels, mes préférés, les cèpes. Et ce n'est pas tout, nous allons enfin tout savoir sur le sucre. Ce petit cube blanc nous régale au fil de tous nos repas, mais d'où vient-il ? Et puis Bon et à savoir vous emmène au pays des hamburgers, mais pas n'importe lesquels, les plus énormes et les plus gras du monde. 1 kilo de viande américaine imprégnée de fromage fondu, des frites trempées dans le gras de porc, ça pourrait faire fuir, mais pas du tout, il paraît que c'est délicieux. Enfin, vous saurez tout sur les champignons, tellement appétissants sur les étals de nos marchés. Mais comment être sûr qu'ils soient frais et goûteux ? Et hors saison, lesquels acheter ? En boîte, surgelés, déshydratés ? Dans quelques minutes, nous allons tout vous dire sur les champignons. En ce moment, c'est la saison des champignons, mais aussi celle de la betterave à sucre. Vous allez découvrir comment on passe une grosse racine à un petit morceau de sucre. C'est un reportage de Léa Koyek. Ah, le sucre. On en mange environ 700 morceaux par an. Une véritable histoire d'amour entre nous et ces petits carrés blancs. Mais savons-nous d'où vient le sucre ? En France, il vient de la betterave. On en récolte 5 millions de tonnes tous les ans. Mais des betteraves, on en mange vraiment autant ? Oui, bien sûr, on en mange autant de la betterave. Mais celle-ci, c'est de la betterave à sucre et on la mange plutôt dans le café. Eh oui, le sucre des Français, c'est la betterave et non la canne à sucre des pays chauds. Mais à quoi ça ressemble vraiment une betterave à sucre ? Voilà, c'est une betterave qui a passé toute son année à concentrer le sucre dans sa racine. Donc c'est la racine qu'on mange. Et c'est la pleine saison en Champagne, première région de la betterave en France. La récolte commence fin septembre et doit être terminée avant les grands froids. Il faut livrer aux usines 1 an de sucre en un temps record. Heureusement, tout est automatisé. La betterave, une racine qui vaut de l'or. La betterave, c'est notre pétrole puisque c'est un concentré d'énergie, puisque c'est un concentré de sucre. Donc c'est un peu le pétrole vert de la Champagne. Alors William emploie carrément les grands moyens pour la récolte, une pelleteuse. On va mettre le premier godet. Un godet, soit une pelletée, 20 pelletées pour charger un camion de 19 tonnes. Et pas moins de 1000 camions par jour pour alimenter la sucrerie, rien que ça. Alors forcément, l'usine de sucre prend des airs de raffinerie de pétrole. Pendant les 2 mois de récolte, la raffinerie travaille jour et nuit et aujourd'hui, c'est l'embouteillage. Il y a eu une panne, donc on est réduit en vitesse. Là, on tourne qu'à peu près 50% de capacité de l'usine. Je vais avancer un peu parce que je vais me faire griller par les camions. Tout le trafic est perturbé. Mais rassurez-vous, pas de pénurie de sucre en vue, tout rentrera bien vite dans l'ordre. La betterave terreuse doit être bien lavée. Bah oui, faudrait pas que de la terre se retrouve dans notre yaourt. Alors, à l'intérieur du tambour, nous avons entre 200 et 300 tonnes de betteraves en train de se frotter le dos mutuellement pour un bon lavage. En se frottant les unes aux autres, ce millier de betteraves mouillées se décrasse. Mais attention, nettoyer les betteraves, ça peut être dangereux. Figurez-vous que les détecteurs de métaux qui séparent les betteraves des cailloux pêchent parfois des explosifs. Devant moi, le résultat de notre pêche aux munitions que nous avons. Vous voyez, il y a des obus, des grenades, non explosées bien sûr. Alors vous voyez que le métier de sucrier a quelquefois des risques. Les pelleteuses ramassent quelquefois de drôles de cailloux, des explosifs de la guerre 14-18 enfouis dans la terre. La fabrication poursuit son cours, on ne se privera pas de sucre pour autant. Je vous présente le râpage de la betterave. Maintenant râpé, on peut extraire un jus de betterave en pressant la mixture. En évaporant l'eau de ce jus de betterave, les sucriers vont faire un sirop très concentré en sucre. En bref, on fait bouillir le jus de betterave, l'eau s'évapore, il ne reste plus que le sucre. Regardez, à gauche le jus de betterave et à droite le sirop plus foncé. Il a moins d'eau et plus de sucre. Plus qu'une étape, la cristallisation ici dans ce silo. Et qu'est-ce que c'est ? On va lui injecter du sucre semence. Du sucre semence, qu'est-ce que c'est ? 340 grammes exactement, qui 3 heures après vont nous donner 35 tonnes de sucre cristallisé. Oh là là, pas très clair tout ça. Allez, on vous explique. En fait, en chauffant la mixture, on rajoute un peu de sucre en poudre pour saturer le sirop qui devient petit à petit plus épais. Et plus on chauffe, plus l'eau disparaît du mélange. Et en même temps, le sucre obtient naturellement sa couleur blanche, pas de colorant ni de chimie.
On obtient enfin du sucre, il a la texture du sable fin. Et qu'est-ce qu'on fait là maintenant, Jean-Luc? Nous allons faire des châteaux de sable. Autrement dit, on va transformer le sucre en morceaux. Le sucre en poudre est mouillé, puis moulé en forme de morceaux afin de former ces cubes, exactement comme à la plage. Le sucre n'a plus qu'à être emballé. Maintenant que vous savez tout du sucre, il est temps de s'amuser un peu. Pour cela, nous avons rendez-vous dans un luxueux hôtel parisien avec un chef inconditionnel du sucre. Petit, j'aimais bien le biberon avec beaucoup de sucre. C'est un peu le goût de notre enfance, le sucre. C'est les bonbons, c'est les gâteaux, c'est justement cette douceur. Et c'est vrai que si j'ai pas ma dose journalière de sucre, ça va pas, quoi. Alors pour faire plaisir à vos enfants, voici ces petits trucs en sucre. Première présentation amusante, cette barbe à papa rouge sur votre tartelette. Pour la couleur, il ajoute du colorant à son caramel. Mais la question que tout le monde se pose, on stoppe quand la cuisson? Donc on trempe nos doigts dans l'eau très très froide, on prend le sucre et puis après on le met tout de suite dans l'eau froide. Donc, je vous déconseille de faire ça, mais c'est vraiment une méthode infaillible pour savoir la température du sucre. Donc plus il va être cuit, plus il va être cassant. Attention, ne faites surtout pas ça chez vous. Jean-François est un professionnel. Sachez que le caramel est prêt dès qu'il se colore. Astuce, plongez votre casserole dans l'eau glacée. On va te mettre juste la base de la casserole. La cuisson sera arrêtée aussi net. Et le voilà, le grand secret de ce chef étoilé pour faire les cheveux d'ange, ces fils de sucre. Il s'est créé un drôle d'ustensile. Pour faire des cheveux d'ange, on a besoin d'un matériel un petit peu spécifique. Donc on a pris un fouet et puis on a coupé le dessus du fouet. Donc là, c'est moi qui l'ai coupé avec une pince, mais ça marche très très bien, vous allez voir. Simplissime, mais ultra efficace. Regardez, trempé dans le caramel, le fouet coupé fait des fils en faisant un mouvement de va-et-vient. On renouvelle l'opération 2 ou 3 fois. Et donc après, vous prenez vos deux mains, on récupère tout le sucre, et puis après, on lui donne la forme qu'on veut. Donc en l'occurrence, là, on veut que ça soit un petit peu une boule. Si on veut vraiment avoir une belle forme bien ronde, il faut aller vite, quoi. Avec cette boule, vous pouvez encore vous amuser. Autre technique, un petit paillasson de sucre. On va pas garder de volume, on va écraser avec un couteau un petit peu. Et après, on va le tailler. Adaptez-le à la taille de votre dessert. Vos tartelettes prennent une toute autre ampleur. Ça va faire une décoration, puis en même temps, au niveau gustatif, ça va faire du craquant, ça va être très très bon. Enfin, rien de plus simple que de confectionner des sucettes au caramel pour le plus grand plaisir de vos enfants. Il suffit de faire un rond de caramel et d'y déposer un bâton de réglisse. Donc en fait, on peut les utiliser tout simplement pour les manger comme ça. On peut les utiliser par exemple en décoration sur un gâteau, ou on peut s'en servir comme une cuillère pour manger un sorbet ou une glace. Et voilà le travail. C'est beau, c'est bon, et le sucre ne dormira plus jamais dans votre placard. Pour la cueillette des cèpes, Christian se met immédiatement dans l'ambiance avec l'uniforme. J'étais pas grave, hein. Un béret à l'effigie du cèpe. Champignons! Champignons! C'est en ce moment la meilleure période de l'année pour aller cueillir des champignons. Magnifique celui-là. Une activité à pratiquer en famille et que Christian connaît très bien. Mon père, il m'a mené quand j'étais minot avec mon frère. C'était voilà, on partait comme ça le matin. C'était un jour de fête pour nous, on allait chercher les cèpes. Les cèpes poussent de juin à novembre. Et pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut qu'il ait plu 3 ou 4 jours avant et que la température ne soit pas descendue en dessous de 5 degrés. Après, c'est une question d'œil. Et Christian, on peut dire qu'il l'a. Magnifique celui-là. Oh, comment il est beau. Il n'a pas un défaut celui-là. Non. Celui-ci, au chapeau foncé, c'est un cèpe de Bordeaux. Et pour Christian, pas la peine d'inventer une recette compliquée. Celui-là, cru, un peu de pain, un peu d'huile d'olive, un peu de sel, mais cru, mais il faut tailler bien faire. Tu croques dedans, c'est extraordinaire. Hein. Lorsque vous aussi vous en avez trouvé un, grattez le pied avec un couteau avant de remettre le cèpe dans le panier. Car à la maison, hors de question de les passer à l'eau. Les cèpes, ça se lave pas dans de l'eau comme différents champignons. Le cèpe, on prend ou une petite brosse, c'est tout simple ça, une petite brosse ou un petit torchon humide et on frotte comme ça. Et même s'il reste un peu de terre ou un peu... c'est pas très grave non plus. Hein. Laissons Christian continuer sa cueillette. Il nous expliquera plus tard comment préparer ces délicieux champignons.
Les hamburgers, c'est aux États-Unis que l'on mange les plus gros. Mais vous allez voir que dans ce restaurant, cela dépasse ce que l'on peut imaginer. Les Américains, c'est bien connu, ce sont les rois du fast-food. Des hamburgers, ils en mangent de toutes les sortes et à toutes les sauces. Mais ici, à Phoenix, en Arizona, on trouve un restaurant de hamburgers vraiment fou, baptisé le Heart Attack Grill. En français, le grill de l'arrêt cardiaque tellement les portions explosent. On y mange le hamburger le plus calorique des États-Unis. Ce que je vais vous montrer est le hamburger le plus terrifiant, le plus gros, le plus délicieux et le plus malsain du monde. Je m'appelle John et voici le burger simple portion, puis la double portion avec ses 500 grammes de viande haute qualité et enfin le burger quadruple portion, 1 kg de bœuf américain. Incroyable pour un pauvre petit estomac français. Ici, on sert 40 tonnes de viande rouge par semaine, 3 fois plus qu'un fast-food classique. John Basso, le propriétaire, se fait appeler Dr John, très fier d'avoir mis au point la formule du hamburger le plus gras du monde. Le pain est d'abord trempé dans du lard et nous mettons le tout soigneusement dans le grill. Le fromage fond en se fusionnant avec la viande. Il n'y a rien de tel que ce mariage de goût. C'est absolument fabuleux. Et quand ça sort de l'autre côté, vous allez voir la perfection culinaire. Du goût, oui, mais à quel prix ? Ce hamburger double portion, à lui seul, est estimé à 3500 calories, 10 fois plus qu'un hamburger classique. Et il y a les frites. Là aussi, le secret, devinez, c'est le gras. Ici, nous avons du lard, 100% pur porc. C'est la meilleure matière grasse du monde. Nous l'achetons chez un fournisseur mexicain. Ils ont l'habitude de s'en servir pour leur cuisine. On le pose et hop, ça flotte en fondant. La parfaite quantité de graisse de cochon. Quand on y cuit les frites, ça leur donne une saveur que je ne peux tout simplement pas décrire. Ouvert depuis 2 ans, le grill fait un vrai malheur. Midi et soir, des centaines de clients, surtout des hommes, viennent ici se régaler sans aucune mauvaise conscience. Si tu y penses trop, tu finis par ne plus manger de bonnes choses. Ça, c'est du bon. Je suis jeune, je peux dépenser ces calories. Le gras, c'est bon. Je vais retourner au bureau en footing, faire un peu d'exercice. Tant que mon cardiologue ne me voit pas, tout va bien. Virginie est une mère de famille française installée à Phoenix depuis 10 ans. Pour elle, l'équilibre alimentaire de sa fille Alizée est un challenge permanent. De nourrir les enfants aux États-Unis est beaucoup plus difficile qu'en France. On ne peut pas contrôler ce qu'ils mangent à l'école et c'est absolument épouvantable. Ils ont des menus chargés de tout ce qui est junk food, comme on appelle ça ici. Et pourtant, 1 ou 2 fois par an, Virginie laisse ses principes de côté et emmène sa fille se régaler d'un hamburger. Pour cette famille française, c'est donc l'exception, mais pour une grande majorité d'adolescents américains, soda et fast-food font partie du quotidien. En fait, nos amis, c'est tout ce qu'ils mangent. Des fois, quand on sort, il n'y a pas vraiment de choix. Il n'y a que les boutiques qui vendent des hamburgers qui sont ouverts le soir. C'est bon quand même, mais tu regrettes un peu. Je vais arrêter là, sinon je vais avoir des brûlures d'estomac toute la nuit. Ce n'est pas vraiment le souci des clients habituels du grill. Voici le plat fétiche, le hamburger quadruple portion. Un empilement de 4 steaks hachés de 250 grammes. La bête revient à 8000 calories, l'équivalent de 3 jours de repas nécessaires à l'organisme. Ils sont fous, ces Américains. Un hamburger géant qui a un succès géant. Ce monsieur a décidé de s'autoriser une grosse gourmandise de temps en temps. Aujourd'hui, c'est carrément la quadruple portion. En moins de 10 minutes, cet employé d'un hôpital voisin parvient à avaler son kilo de viande. Pour ces gloutons d'exception, la maison prévoit un traitement de faveur, un retour à la voiture en chaise roulante accompagné par 2 infirmières. Quel bon goût! Retour dans le Périgord avec Christian. La cueillette miraculeuse continue. Ah, regarde. Pas question d'abandonner un seul cep, car pour chacun, il a une idée de préparation. Celui-là, tu vois, il est un peu humide tout ça. Celui-là, on peut le faire en omelette, tu vois. Pour aller, petite omelette classique. Celui-là, je me dis, c'est petit. Je
Je mets dans un petit bouillon avec un peu de vin blanc, un peu de vinaigre, 10 minutes. Après, je les égoutte. Hop, et je les range dans un bocal comme ça. Je monte comme ça, un peu de poivre, un peu de laurier, un peu de thym, de l'huile d'olive. Et je mets 3 semaines au frigo. Celui-là, on va pas le jeter, il est abîmé. On fait une petite soupe, on le mixe, on le crème un petit peu, ça fait un petit bouillon de cèpe. Dedans, on met ce qu'on veut, des châtaignes, on peut mettre un peu de cèpe cru. On fait un bouillon, surtout. Voilà, la cueillette est terminée. C'est qui le champion du monde? C'est Christian. Dans quelques instants, Christian nous dévoilera tous ses secrets de chef pour réussir à coup sûr de délicieux champignons. Les champignons, c'est maintenant qu'il faut les ramasser ou les acheter. Comment les choisir, les préparer, les conserver? Sophie Attard nous donne tous les bons conseils. Ah, les champignons. Petits, gros, ronds ou tout fins, ils font tous envie. Mais les connaissons-nous vraiment? Quand on n'a pas la chance, comme Christian, d'aller à la cueillette, on va au marché acheter aux cueilleurs expérimentés de bons champignons de saison, tout juste arrivés des sous-bois. Nous voici au marché de Périgueux. Les étals font envie, mais comment savoir si les champignons sont bons? Des champignons, il faut qu'ils soient fermes, que ce soit n'importe quel champignon, que ce soit du cèpe, de la girole, etc. On peut bien sûr le sentir. Il doit avoir une odeur franche, pas d'odeur de moisie, quoique un champignon c'est quand même une moisissure quelque part, mais il doit avoir une bonne odeur franche, pas trop de verre non plus. Bon, c'est normal qu'il y ait quelques verres, mais il ne faut pas que ce soit apparent quand même, hein, d'accord ? Et hors saison, ou alors pour ne pas dépasser son budget fruits et légumes, la solution, c'est le supermarché. Frais, surgelés ou séchés, Jean-Paul, notre spécialiste, va nous servir de guide dans les rayons champignons. Alors, on a un champignon qui est bien ferme, bien propre, bien blanc. Il ne faut pas qu'il soit ouvert ou pas trop ouvert. Et puis, c'est tout. On peut le respirer, il n'y a pas de traces d'altération, donc il n'y a pas de problème. Si on a des champignons qui sont très ouverts, un peu à l'instar de celui-ci, par exemple, eh bien, on va éviter de les choisir. Ces champignons ouverts sont plus vieux et ils noirciraient vos plats. On a d'autres champignons avec le pied entier qu'on trouve ici dans les barquettes. Je dirais que ça facilite la conservation d'avoir ce petit morceau de substrat qui se trouve là. Sachez que le pied du champignon est aussi bon que le chapeau. Et pour les pleurotes, il faut les choisir grises, fermes et parfumées. Mais hors saison alors, lesquels privilégier entre les champignons en conserve et les surgelés? Allons d'abord faire un tour au rayon conserve. Au niveau du goût, il n'y a pas de souci. Dans une boîte de conserve, on conserve intégralement la saveur du champignon, sa texture, sa saveur pendant au moins 5 ans. Pour un bon plat, sachez qu'il vaut mieux choisir des champignons entiers en conserve plutôt qu'émincés, car ils sont très pratiques mais moins forts en goût. Et pour vos sauces, privilégiez les champignons secs, ils donneront plus de parfum à vos plats. Alors entre les conserves et les surgelés, quel choix Jean-Paul? Pour quelle utilisation? En premier, je conseille les champignons surgelés. Congelés immédiatement après cueillette, les champignons gardent une saveur très fraîche, idéale pour les cuire au naturel sans sauce. En second, les champignons de conserve. En troisième, les champignons déshydratés ou séchés. En résumé, la conserve garde intacte la saveur et les apports nutritionnels. Et pour le goût de frais, choisissez les surgelés. Si votre priorité c'est votre porte-monnaie, l'idéal reste les 3 boîtes de conserve à 3 ou 4 € les 400 grammes. Mais attention, si vous les achetez frais, ne gardez jamais vos champignons trop longtemps. Alors, si vous ne voulez pas les manger tout de suite, Jean-Paul, accompagné d'un chef cuisinier, nous donne les trucs les plus efficaces pour conserver vos champignons. Première étape, bien les nettoyer avec un essuie-tout et surtout ne jamais laver vos champignons. Pourquoi? C'est 90% d'eau. Si vous les faites tremper dans de l'eau à nouveau, vous allez les gorger d'eau et vous allez mettre un temps fou pour les cuire parce qu'il faut qu'ils crachent leur eau. Pour les conserver toute l'année, voici les différentes méthodes. La première, la congélation. Pour les congeler, on les découpe en lamelles et on les fait frire dans l'huile d'arachide. Jamais de beurre, il a tendance à brûler. On les égoutte pour enlever la matière grasse et après refroidissement, on les dispose dans un sac de congélation et hop, au congélateur à moins 20 degrés, tranquille pendant 1 an. Deuxième solution, la stérilisation. N'oubliez pas d'ébouillanter vos bocaux au préalable, placez les champignons frits dans le bocal et disposez-les dans le stérilisateur à 100 degrés. À ébullition constante, il faut laisser 2h30 à 3 heures, facilement. Si vous n'avez pas de stérilisateur, utilisez un autocuiseur. Cela réduit le temps de cuisson à 1 heure maximum. Mais selon les amateurs, la palme de la conservation, c'est celle à l'huile. Pour moi, c'est ça.
hein. C'est ce qui va garder le mieux la saveur du champignon. Quand on le sort du bocal, il n'y a plus que le repasser un peu à la poêle, finir de l'assaisonner, échalote, ail, sel, poivre, et on a tout de suite quelque chose de bien. Pour les autres modes qui sont conservés au naturel dans leur eau de végétation, eh bien, il faut égoutter, il faut faire recuire très longtemps pour les faire dessécher et les faire rissoler. Enfin, troisième et dernière méthode, la déshydratation. Coupez vos champignons en lamelles, faites-les sécher sur papier journal pendant 24 heures et quand vous voudrez les consommer, on en prend une poignée, on la fait tremper dans de l'eau tiède pendant une demi-heure environ. On les égoutte bien et on les incorpore dans la préparation, dans la sauce, dans le ragoût, ou on les fait sauter avec des pommes de terre par exemple. Et si vous aussi vous souhaitez partir à la cueillette, soyez très prudent. On ne s'improvise pas cueilleur de champignons. Passez à la pharmacie du coin pour être certain que le contenu de votre panier soit comestible. Voilà, vous avez tous les beaux conseils pour vous régaler de champignons toute l'année. Et n'hésitez pas, ce sont des aliments riches en fibres et en minéraux, parfaits quand on surveille sa ligne, à condition de les déguster sans trop de crème. Nous retrouvons Christian, la cueillette des champignons est terminée, il est temps de les cuisiner. Les filles, moi je les ai ramassés. Oui. Vous allez les gratter. Chacun son travail. Oui. Les petits bien faits, vous me les donnez. D'accord? Comme ça. Regardez comment c'est beau ça. En un tour de main, Christian élabore une petite entrée. Placer les fines lamelles sur une tranche de pain, c'est une entrée absolument délicieuse. Là, vous avez le parfum du cèpe dans la bouche, c'est extraordinaire. Si vous décidez de les cuire, coupez les champignons en dés. Les champignons sont très humides, alors Christian a une astuce pour les débarrasser de leur eau. Je vais vous donner un petit conseil tout simple pour faire perdre l'eau des champignons. Dans une poêle bien chaude, vous jetez vos champignons, une petite poignée de gros sel et un couvercle. Vous laissez cuire 5 minutes, vous les égouttez. Ensuite, il suffit de les faire revenir, mais pas dans n'importe quoi. À la graisse de canard, s'il vous plaît. Voilà, ça va parfumer le cèpe, ça va le nourrir, le parfumer. On est dans un pays où il y a beaucoup de canards, voilà, la graisse, on la récupère et on cuisine avec cette graisse-là, mais que ce soit le cèpe ou autre chose. Un peu d'ail, de persil et la poêlée sera délicieuse. Si vous optez pour une omelette, versez les œufs battus directement sur la poêlée. Et pour la déguster bien baveuse, Christian a un truc. Alors, mais vous la faites pas sauter? C'est les crêpes qu'on fait sauter. Ah bon? Elle est belle, hein? Elle est pas mal quand même, oh. Merci. Elle est bien jaune, elle vous mettre avec de bons œufs, ça. Merci, merci bien. Merci, c'est gentil. Alors, Christian, lève-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que je suis content aujourd'hui. Christian, après toutes les épreuves, tu es digne d'être membre de confrérie du cèpe de Saint-Saul-la-Coussière. Je suis très ému. Merci beaucoup. Voilà, cette émission est terminée. Je pars avec ma cueillette et je vous dis à la semaine prochaine.